Bonjour, on continue notre série de collection des exercices proposés au baccalauréat marocain lors des sessions normales et rattrapage pour la section sciences maths A. On va commencer par la session normale 2016. Donc, voici le ou les sujets. On va donner ici deux exercices. Exercice numéro 1, exercice numéro 2. Donc vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo et essayer de répondre à ces questions avant d'entamer la correction. Afin de mettre le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du karyotype, c'est-à-dire la formule chromosomique, et dans la diversité des phénotypes au cours des générations, on propose les données suivantes. Les sélaginelles sont de petites plantes des pays chauds ayant l'aspect de petites fougères. Les sommets fertiles sont des épis supérieurs portent deux sortes de sporanges, qu'on appelle microsporanges A1 et microsporanges A2. Au sein de chacun de ces sporanges, A1 et A2, des cellules mères diploïdes donnent naissance respectivement à des spores haploïdes A1 et A2. A1 et A2. Les spores A1 et A2, protégés par une membrane épaisse, germent sur le sol humide et donnent respectivement des protales B1, d'où s'échappent des cellules flagellées qu'on appelle petit b1, et des protales B2, renfermant chacun une cellule volumineuse qu'on appelle B2. Une des cellules B1 nage dans des gouttelettes d'eau sur la surface du sol, pénètre dans le col du protale B2 et s'unit à la cellule B2. La cellule C résultant de cette union se multiplie sur place et donne une jeune sélaginelle. Le document ci-contre représente le cycle de développement de cette plante. Premièrement, on vous demande de déterminer, en justifiant votre réponse, le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges A1 et A2, d'une part, et au niveau du protale B2. Donc pour répondre à ces questions, bien sûr, il faut bien lire les données qu'on a ici. Comme vous remarquez ici, le verbe uni, s'unit. Ça veut dire qu'il y a une fécondation. Fécondation entre quoi et quoi? Entre des cellules flagellées, ça nous rappelle les spermatozoïdes, et une cellule volumineuse, ça nous rappelle bien sûr les ovules. Et puisque ici on parle de fécondation, donc il se produit au niveau du protale B2, donc au niveau de B2, il y a la fécondation. Alors que pour avoir des cellules sexuelles, c'est-à-dire les gamètes, bien sûr il doit y avoir une méiose. Remarquez ici, on a une cellule mère qui est diploïde pour donner des spores qui sont haploïdes. Donc il y a bien sûr ce qu'on appelle la méiose. Donc il se produit au niveau des sporanges A1 et A2. Donc comme réponse, le phénomène biologique, c'est-à-dire la méiose, elle se produit au niveau de A1 et A2. Et la fécondation se produit bien sûr au niveau du protale B2. Remarquez ici donc A1 microsporange A1, A2 microsporange A2. Là, les spores A1 et les spores A2, les cellules flagellées, donc ce sont les gamètes mâles, vont bien sûr féconder le gamète femelle pour qu'il y ait fécondation. Et là, on a bien sûr la cellule œuf qui va se développer pour donner un nouvel individu. Donc comme réponse, le phénomène biologique qui s'effectue au niveau des sporanges, sporange A1, c'est la méiose, sporange A2, bien sûr c'est la méiose, justification, les cellules mères diploïdes donnent des cellules haploïdes. Alors qu'au niveau du protale B2, c'est la fécondation, puisqu'il y a union des deux gamètes mâles et femelles. On vous demande aussi de représenter schématiquement le cycle chromosomique de cette plante et déterminer le type de ce cycle. Pour cela, je vous rappelle quelque chose. Remarquez ici. Donc tous les élèves du baccalauréat actuel, différentes sections, soit SVT, sciences maths ou PC, ont passé le tronc commun et ont étudié la reproduction chez les végétaux, c'est-à-dire chez les plantes à fleurs telles les angiospermes et les gymnospermes, et chez les plantes sans fleurs telles les ptéridophytes, les bryophytes, etc. Donc chaque élève doit se rappeler et connaître les termes des organes et des cellules intervenant dans la reproduction sexuée des plantes.
Sans oublier que le cycle de développement est caractérisé par la succession de deux phénomènes, la méiose et la fécondation, ce qui délimite deux phases, une phase haploïde de la méiose à la fécondation et une phase diploïde de la fécondation à la méiose. Et selon l'importance de l'une des deux phases, on détermine ce qu'on appelle le cycle chromosomique. Là, on vous demande de déterminer le type de cycle chromosomique. Donc, il peut être soit cycle haplophasique. Ce cycle de vie est réduit à une seule phase haploïde, la méiose, suit directement la fécondation. C'est-à-dire, la phase importante pour ce cycle haplophasique, c'est la phase haploïde. Et la méiose suit directement la fécondation. Le cycle diplophasique, c'est un cycle de vie qui est réduit à une seule phase diploïde, c'est-à-dire la phase diploïde qui est la plus importante. La fécondation suit directement la formation des gamètes par méiose, c'est l'inverse. Le cycle haplodiplophasique, c'est un cycle de développement qui se caractérise par l'alternance des deux phases qui sont représentées par deux générations différentes, une phase haploïde représentée par le gamétophyte, durée plus longue, et une phase diploïde représentée par le sporophyte. Donc vous voyez ici, la plante qui va où le gamétophyte qui va durer plus longtemps, il est haploïde, alors que le sporophyte, il est diploïde. Donc puisque la durée est plus longue, on parle de haplodiplophasique. Alors que le cycle diplohaplophasique, c'est un cycle aussi de développement qui se caractérise par l'alternance des deux phases qui sont représentées par deux générations différentes, c'est-à-dire un gamétophyte et un sporophyte. Une phase haploïde représentée par le gamétophyte, c'est le contraire d'ici. Alors que la phase diploïde, elle est présentée par le sporophyte, donc de longue durée. Puisque la phase diploïde est plus importante, on parle du cycle diplohaplophasique. Alors comme exemple de cycle haplophasique, vous voyez, donc après la fécondation, il y a la méiose. Le cycle haplophasique, c'est le plus important. Diplophasique, c'est le contraire. Donc il y a la méiose suivie par la fécondation. Et la phase diploïde est plus importante. Le cycle haplodiplophasique, c'est bien sûr la phase haplo qui est importante. Là, on a le gamétophyte et là, on a le sporophyte. Le gamétophyte va donner bien sûr des gamètes. L'œuf va donner bien sûr un sporophyte pour donner des spores grâce à la méiose. Donc, c'est une phase haplodiplophasique. Alors que la phase diplohaplophasique, remarquez ici, la fécondation, la rencontre des gamètes pour donner une plante, c'est-à-dire le gamétophyte, va bien sûr subir une méiose pour donner les spores, pour donner le sporophyte. Pour le cycle diplophasique, diplohaplophasique, remarquez ici la rencontre des gamètes. Donc là, c'est bien sûr le gamétophyte. Donc le spore va germer pour donner un gamétophyte. Donc là, on a le gamétophyte. Donc la partie qui est plus importante, c'est la phase sporophyte, qui est bien sûr diploïde, puisqu'il y a ici un œuf. Donc diploïde. Donc la phase diploïde est plus importante. Donc on parle de diplohaplophasique. Donc dans notre cas, alors remarquez, là on a la plante, là le sporange, là le protale qui va donner des gamètes, donc elle va jouer le rôle de gamétophyte. Là la plante, l'ovule va être fécondé pour donner un œuf, va donner une jeune plantule, et la plante, c'est la ginelle qui va donner de nouveau des spores. Donc là la plante elle est diploïde. Donc là on a un sporophyte diploïde qui est le plus important. Et là on a les gamétophytes qui sont haploïdes, bien sûr, qui sont moins importants. Donc le cycle que l'on demande, le voilà. Donc vous voyez bien sûr ici on a un sporophyte qui va subir la méiose pour donner deux plantes, c'est-à-dire les gamétophytes mâles et gamétophytes femelles. Chacun va donner des gamètes qui vont se rencontrer pour donner bien sûr un œuf, puis un nouveau sporophyte. Puisqu'on a un sporophyte et un gamétophyte, donc on est dans un cycle haplo-diplo ou diplo-haplo. Mais qui est le plus important des deux phases? C'est la phase diploïde. Donc on est dans un cycle de type diplo-haplophasique. Pour étudier le mode de transmission de quel caractère héréditaire non lié au sexe, on réalise le croisement de deux variétés de plantes, du pois de senteur, c'est-à-dire les petits pois.
La première à fleurs pourpres et graines de pollen long, la seconde à fleurs rouges et grains de pollen rond. Les deux variétés sont de lignée pure. On obtient en F1 une génération constituée uniquement de plantes à fleurs pourpres et des grains de pollen long. Que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifie votre réponse. Donc, puisque la génération obtenue est homogène et présente des caractères d'un des parents, donc on est dans un cas où il y a application de la première loi de Mendel, les parents sont de race pure et il y a dominance bien sûr. Donc les fleurs dominent les fleurs rouges et les grains de pollen longs dominent les grains de pollen ronds. Et on donne bien sûr les symboles qu'on a ici. Donc d'après les résultats obtenus, on déduit que on est dans un cas d'hybridisme, c'est-à-dire transmission de deux caractères. La couleur des fleurs et bien sûr la longueur des grains de pollen. Les parents sont de lignée pure, F1 est uniforme, c'est-à-dire homogène, vérification de la première loi de Mendel. Et il y a une dominance absolue. L'allèle responsable de la couleur pourpre est dominant noté grand R, et l'allèle responsable de la couleur rouge récessif noté petit r, ainsi que l'allèle responsable des grains de pollen long et dominant noté grand L, et l'allèle responsable des grains de pollen rond noté petit l. Quatrièmement, à l'aide d'un échiquier de croisement, donner les proportions des phénotypes attendus lors du croisement des hybrides F1 entre eux, selon la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire loi de ségrégation indépendante des caractères. Puisqu'on parle ici de troisième loi de Mendel et loi de ségrégation indépendante des caractères, ça prouve que les deux gènes étudiés sont indépendants. Donc le génotype des parents ou des F1 qui sont hétérozygotes, bien sûr, vont comprendre les éléments qu'on a ici. Donc, grand R, petit r, et grand L, petit l. Donc ça, ce sont les F1. Et chacun des individus F1 va donner bien sûr 4 types de gamètes de même proportion. Et on va voir la proportion, en général, la deuxième génération, qui présente la proportion 9, 3, 3, 1. Donc l'interprétation chromosomique, là voilà. Donc on a ici bien sûr 9, 3, 3, 1. Donc les phénotypes des parents F1, F1 sont pourpres, grains de pollen long, c'est-à-dire grand L, grand R, grand L, grand R, grand L. Dans le génotype grand R, petit r, grand L, petit l. Et les gamètes bien sûr, les 4 gamètes qu'on a ici de même proportion. Et lorsqu'on fait l'échiquier, on va avoir 16 cases dans les proportions des phénotypes grand L 9 16e, petit r grand L 3 16e, grand R petit l 3 16e et petit r petit l 1 16e. Toujours l'exercice numéro 1. Afin de mettre en évidence l'exception de la troisième loi de Mendel, on exploite les travaux de Batson et Punnett, réalisés en 1900. Ces derniers ont laissé se produire les hybrides de F1 entre eux. Le tableau ci-dessous représente les résultats obtenus au F1. Donc nous, en supposant que les deux gènes sont indépendants, on a trouvé bien sûr les proportions 9, 3, 3, 1. Or, là, on a une expérience réalisée par ces deux chercheurs en 1900. Et là, on nous donne bien sûr les résultats obtenus. Donc là, on a les phénotypes. Là, le nombre d'individus, il a bien sûr le pourcentage, c'est-à-dire 4831 divisé par le total, multiplié par 100. Ça donne cette valeur-là, 69,49%, à peu près 70. Comparez ces résultats avec ceux obtenus en répondant à la question numéro 4. C'était la question précédente. Que peut-on conclure à propos du mode de transmission de ces deux caractères en comparant les résultats qu'on a obtenus ici, les résultats expérimentaux, avec les résultats théoriques 9, 3, 3, 1, on constate qu'ils ne sont pas conformes. Remarquez ici, on a 70, là 5, 5, 20 à peu près. Donc c'est pas 9, 3, 3, 1. Donc puisque le croisement réalisé est F1 fois F1, et on trouve des proportions différentes de 9, 3, 3, 1, ça prouve que les deux gènes sont liés et non pas indépendants. Donc la comparaison des résultats présentés dans le tableau montre que les résultats expérimentaux obtenus
par Punnett et Matheson ne sont pas conformes aux résultats théoriques selon la troisième loi de Mendel. On déduit donc que les deux gènes sont liés et non pas indépendants. Deuxième exercice, concernant la génétique humaine. La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. On vous le donne ici. Elle est liée au sexe. Elle débute dès l'enfance et se traduit par la dégénérescence progressive des fibres musculaires, muscles squelettiques et muscles respiratoires. Elle aboutit généralement à la mort avant la puberté. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne. En exploitant les données de l'arbre généalogique, déterminez le mode de transmission de cette maladie, justifiez votre réponse. Donc, en constatant le pédigré, on remarque que les parents 1, 1, 1, 2 sont sains et donnent naissance à un enfant malade. Les parents 2, 3, 2, 4 sont sains et donnent un enfant malade. Donc, l'allèle responsable de la maladie, il est présent chez les parents, mais il ne s'exprime pas. Donc, il est récessif. On entend bien sûr que le gène est porté par un chromosome sexuel. Remarquez ici, on a une fille qui est malade et son père elle est sain. Donc si la fille elle est malade, donc l'allèle, enfin le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Et puisque ici on a un enfant qui est malade, un garçon qui est malade, donc ce que veut dire que le gène responsable de la maladie, il est porté par le chromosome X. Donc, le mode de transmission de cette maladie, une maladie qui est récessive, est bien sûr liée au sexe, c'est-à-dire portée par le chromosome X. Donc, mode de transmission de la maladie, puisque l'enfant malade est issu d'un couple normal, sain, on déduit que le gène responsable de la myopathie est récessif. La maladie atteint plus de garçons que de filles, cela laisse supposer que le gène responsable est lié au sexe. Bien sûr, on vous le donne déjà ici. Le gène responsable de cette maladie n'est pas porté par le chromosome sexuel Y, puisque la fille 3, 9, elle est malade, et son père 2, 7, elle est sain. Est donc porté par le chromosome X, puisque le garçon 3, 6, elle est malade, alors que son père est sain. Donc, la myopathie du Duchenne est une maladie récessive liée au chromosome X. Petit b, donnez les génotypes des parents 2, 6 et 2, 7. Puis montrer que l'apparition de la myopathie chez la fille 3, 9 est imprévisible. Donc, puisque les parents sont sains et bien sûr liés au sexe, et puisqu'ils ont un enfant malade, donc ils sont bien sûr, la mère est bien sûr hétérozygote. Alors que le père, il doit être sain. Donc le père sera X gros M Y, il est sain, alors que la mère, elle doit être bien sûr hétérozygote, donc X gros M petit m. Alors, puisque cet enfant, la fille 3-9, elle est malade, donc elle doit avoir X petit m. Mais son père, il est sain. Il va avoir un X petit m de sa mère. Notre X petit m, d'où provient-il? Donc ça, c'est une chose qui est imprévisible, bien sûr. Donc d'après les données précédentes, on peut déterminer les génotypes demandés. Les génotypes de la mère de 6 scènes X grand M, X petit m. Le génotype du père, puisqu'il est sain, X grand M, Y. Le gène responsable de la maladie étant récessif et porté par le chromosome sexuel X, pour qu'une fille 3-9 soit malade, elle doit être homozygote, X petit m. Cela veut dire qu'elle doit recevoir une version X petit m de sa mère et X petit m de son père. Or, dans ce cas, le père, elle est sain. Donc, dans ce cas, l'atteinte de la fille 3-9 est imprévisible, car son père, elle est sain. Donc, comment peut-on expliquer l'apparition de la maladie chez cette fille? Alors, pour chercher la cause de la myopathie chez la fille 3-9, on a réalisé son karyotype qui figure dans le document 2. Voilà le karyotype. En exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3-9, puis expliquer pourquoi elle est atteinte de la maladie de Duchenne.
En comparant les chromosomes dans ce karyotype, on trouve que tous les chromosomes sont donnés en paire, sauf le chromosome X. Il y a seulement un seul exemplaire. Donc cette fille, bien sûr, elle est atteinte de la maladie de Turner en plus de la myopathie. Alors pour expliquer son atteinte de la myopathie, on peut dire que ce X qu'elle a ici provient de la mère qui était hétérozygote, X grand M, X petit m. Donc ça, X petit m, c'est-à-dire elle porte l'allèle responsable de la maladie, d'où son expression et l'apparition de la maladie. Et aussi que le père a donné un gamète sans X, c'est-à-dire il y a eu une anomalie chromosomique lors de la formation des gamètes chez le père. Donc le karyotype de la fille atteinte de la myopathie montre la présence d'une anomalie chromosomique, présence d'un seul chromosome sexuel X. Donc cette fille elle est atteinte de la maladie de Turner en plus de la myopathie, car son karyotype montre la présence d'un seul type ou d'un seul chromosome sexuel X. Comme explication de l'atteinte de la fille par la maladie de la myopathie de Duchenne, on peut dire que la fille 3-9 a reçu l'allèle responsable de la maladie X petit m de sa mère, qui est saine et hétérozygote, ou que la fille 3-9 n'a pas reçu de chromosome sexuel X grand M de son père, qui est sain, à cause d'une anomalie chromosomique lors de la méiose, c'est-à-dire lors de la formation des gamètes. Et que chez la fille 3-9, l'absence de l'allèle dominant, l'allèle normal grand M, a permis l'expression de l'allèle responsable de la maladie petit m et par conséquent l'apparition de la myopathie chez elle. Maintenant, on passe à la correction de la session de rattrapage. Voilà donc le sujet. Il y a seulement un seul exercice qu'on va commencer à corriger. Afin de mettre en évidence le rôle de la méiose, de la fécondation, dans le maintien de la stabilité du karyotype et dans la diversité des phénomènes de génération en génération, on propose les données suivantes. Le Ficus serratus est une algue marine de couleur verte lumineuse ou brune foncée, large et plate, à bord dentelé et à nervure médiane bien visible sans vésicule aérifère. La reproduction a lieu en hiver où l'on voit apparaître aux extrémités de l'algue des ronflements qu'on appelle réceptacles verts pour les femelles et orange pour les mâles. Les réceptacles renferment des conceptacles, dont les conceptacles femelles sous forme des oogones, constitués de cellules diploïdes qui donnent 8 grosses cellules immobiles. Les entéridies sont formées dans les conceptacles mâles qui donnent 64 petites cellules petit b mobiles et pourvues de 2 flagelles. La fécondation a lieu dans l'œuf de mer et donne des cellules petit c. Ces cellules petit c se développent et forment un nouveau individu. Le document suivant schématise le cycle de développement de cette algue. Donc remarquez ici, on a 2 algues, donc un algue mâle et un algue femelle, c'est-à-dire un pied mâle et un pied femelle. Dans le pied femelle, il y a un conceptacle femelle qui contiennent des oogones. Les oogones vont donner bien sûr 8 cellules, grosses cellules immobiles. Puisque ce sont des cellules qui sont immobiles, bien sûr ça nous rappelle l'ovule, c'est-à-dire le gamète femelle. Alors que dans le conceptacle mâle, on a bien sûr ces entéridies qui vont bien sûr libérer des cellules flagellées, donc on appelle les entérozoïdes, et bien sûr ça nous rappelle les spermatozoïdes chez les animaux, puisqu'ils sont flagellés. Donc ils vont jouer le rôle de gamètes mâles. Et la rencontre des gamètes mâles et femelles va donner un œuf. Cet œuf, bien sûr, au zygote, va donner un nouveau plantule qui peut être soit mâle, soit femelle. Donc, en vous basant de ces données indiquées, on justifie votre réponse pour chacune des cellules A, B et C, si elle est haploïde ou diploïde. Déduisez le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité de la formule chromosomique. Donc, petit a, ce sont des ovules, et petit b, ce sont des spermatozoïdes ou les gamètes mâles, donc gamètes femelles, gamètes mâles. Elles sont bien sûr à N chromosomes, donc elles sont haploïdes, alors que la cellule C, c'est l'œuf, zygote, donc c'est une cellule qui est diploïde.
Ainsi, on peut voir que la méiose se produit au niveau des ogones et des entéridies et que la fécondation se produit dans l'odomère. Donc ça, c'est l'importance, bien sûr, de la succession, de la méiose et la fécondation, bien sûr, pour le maintien de la stabilité de la formule chromosomique. Là, on a diploïde, haploïde, la rencontre va donner un diploïde. Donc, maintenance de la constance ou la stabilité de la formule chromosomique. Après les données du document ci-dessus. La cellule A, qui est haploïde, joue le rôle de gamète femelle, donc résultat de la méiose. Petit b, c'est une cellule haploïde qui joue le rôle de gamète mâle, donc résultant aussi de la méiose. Et la cellule C, c'est une cellule diploïde qu'on appelle cellule œuf, résultant de la fécondation. Donc la méiose réduit le karyotype de 2N à N, alors que la fécondation rétablit la diploïdie. Donc ceci montre l'importance de la succession des deux phases, la méiose et la fécondation. Deuxièmement, représenter schématiquement le cycle chromosomique du ficus serratus et déterminer le type de cycle. Là, on a le pied femelle, là, le pied mâle qui sont diploïdes. À ce niveau-là, bien sûr, il va y avoir la méiose. Et la méiose est suivie automatiquement par la fécondation. Donc la phase haploïde, elle est représentée par les gamètes. Donc la phase importante, c'est la phase diploïde. Donc là, on a un cycle diplophasique. Donc c'est un cycle, bon, le cycle chromosomique, le voilà. Vous voyez ici le ficus femelle, le ficus mâle qui vont subir la méiose pour donner des gamètes qui vont se rencontrer. L'œuf va donner une nouvelle plante. Donc l'importance des deux phases, c'est la phase diploïde. Donc bien sûr, notre cycle est de type cycle chromosomique diploïde. Pour étudier le mode de transmission de quel caractère héréditaire, on réalise des croisements entre des variétés de pois, plantes angiospermes. Croisement 1, réalisé entre deux variétés de lignée pure. Donc on va donner ici lignée pure. L'une à tige courte et gousse droite, l'autre à tige longue et gousse incurvée. La première génération F1 issue de ce croisement est constituée d'individus tous à tige courte et gousse droite. Le deuxième croisement, réalisé entre individus de la génération F1 issus du croisement 1 et des individus double récessifs, pourtant des deux caractères récessifs. Ce croisement a donné une génération F'2 constituée de. Voilà les résultats. Le croisement 3, réalisé entre deux variétés de lignée pure, l'une à gousse droite et couleur jaune. Donc vous avez ici, bien sûr, un autre gène, un troisième gène, et l'autre à gousse incurvée et de couleur verte. Ce croisement a donné une génération F1 dont les individus sont tous à gousse droite et couleur jaune. Croisement 4 réalisé entre individus de la génération F1 issus de croisement 3 et les individus double récessifs, ce qui donne une génération F2 dont les proportions les voilà. Comme question. Que déduisez-vous des résultats du croisement 1 et du croisement 3? Justifiez votre réponse. Alors remarquez ici pour le 1. On a ici deux parents qui sont de lignée pure. Et on a obtenu une génération F1 qui est totalement homogène. Tige courte, gousse droite. Ce qui prouve que les parents sont de race pure, application de la première loi de Mendel, et qu'il y a dominance de certains allèles sur d'autres. La tige courte domine la tige longue et la gousse droite domine la gousse incurvée. Et on utilise bien sûr ces données. De même pour le croisement numéro 3. Alors remarquez ici, dans croisement 1, cas de dihybridisme, transmission de deux caractères qui sont la longueur de la tige et la forme de la gousse, la génération F1 qui est homogène avec individus hétérozygotes conformément à la première loi de Mendel, donc les parents sont de race pure ou de souche pure, comme on le donne ici. Les individus de la génération F1 ont le caractère d'indépendants, donc l'allèle responsable de tige courte dominant, grand L, celui de tige longue récessif petit l, les gousses droites dominant grand D, les incurvés
récessif petit d. De même pour le troisième, on obtient toujours une génération qui est homogène, formée seulement de gousses droites et couleur jaune. Donc droite domine incurvé et jaune domine vert, et on donne bien sûr les symboles qu'on en donne ici. Deuxième question, 3b. À l'aide des résultats du croisement 2 et du croisement 4, déduisez ou justifiez votre réponse. Comment se transmettent les caractères étudiés? Si on prend le premier cas, croisement 2, qui est un croisement test. Un individu de génération F1 qui est hétérozygote, avec celui-là qui est bien sûr récessif, va donner 4 types de phénotypes. Ils sont bien sûr de même proportion. Donc les deux gènes sont indépendants. Alors que dans le cas de 4, on a bien sûr le test cross et on a obtenu bien sûr 4 phénotypes, mais de proportions différentes aussi, sauf que les phénotypes parentaux sont dominants par rapport aux phénotypes recombinés. Et on suppose que les deux gènes sont liés. Voilà. Donc, les parentaux et les recombinés. Donc, là, on a les deux gènes sont liés. Dans le premier cas, les gènes sont indépendants. Et dans le deuxième cas, les gènes sont liés. Donc, les deux gènes liés sont portés par le même chromosome, alors que le gène indépendant, il est porté par un troisième ou un deuxième chromosome. Donc, petit b, le mode de transmission de ces caractères. Croisement 2, c'est un test cross, bien sûr. Ce croisement test cross a donné une génération F2 composée de 4 phénotypes à proportion égale à 25%. Donc, les gènes responsables de la longueur des tiges et de la forme des gousses, non pas des tiges, sont indépendants. Croisement 4, test cross. Ce croisement test cross a donné une génération F2 composée de 4 phénotypes à proportions différentes, bien sûr, seulement 2 phénotypes parentaux qui représentent 80%, bien supérieurs à la proportion des phénotypes recombinés, ce qui représente seulement à peu près 20%. Donc les deux gènes responsables de la forme de la gousse et de la couleur des gousses sont liés. Les gamètes fournis par l'individu hybride de la génération F1 sont le résultat d'un crossing over pendant la formation des gamètes. C'est-à-dire là, on a un brassage intrachromosomique, alors que là, on a un brassage interchromosomique. Quatrièmement, donner les génotypes des individus de la génération F1 issus du croisement 1 et la génération F1 issue du croisement 3. Pour la génération F1, on a ici donc F1 qui sont hétérozygotes. Ils vont avoir une tige courte, c'est-à-dire grand L, petit l, et la gousse droite, donc grand D, petit d. Alors que pour le troisième croisement, c'est-à-dire on va avoir grand L, petit l, grand J, petit j. Donc voilà les génotypes demandés. L'individu F1 du croisement 1, dans le cas du gène indépendant, on va avoir grand L, petit l, grand D, petit d. Et F1 du troisième croisement, qui présentent des gènes qui sont liés, on va avoir grand L, J, petit l, J. Dernièrement, montrer le rôle du brassage chromosomique dans la diversité génétique des gamètes produits lors du croisement 2 et du croisement 4. Donc dans le cas du croisement 2, on parle bien sûr de gènes indépendants. Donc il y a un brassage interchromosomique qui bien sûr va donner des proportions égales, équiprobables, c'est-à-dire application de la troisième loi de Mendel. Alors que dans le cas du croisement 4, on a des gènes qui sont liés. Donc, bien sûr, pour avoir des gamètes, il va y avoir un crossing over, donc brassage intrachromosomique, et qui va donner bien sûr des gamètes parentaux supérieurs aux gamètes recombinés. Donc, l'importance du brassage chromosomique dans la diversité génétique des gamètes produits. Pour le croisement 2, le gène, dans le cas des gènes indépendants, les doubles hétérozygotes, c'est-à-dire les F1, produisent 4 types de gamètes à proportion égale 25% grâce au brassage interchromosomique, c'est-à-dire application de la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire la loi de la ségrégation indépendante des caractères. Pour
le croisement 4 dans le cas des gènes qui sont liés grâce bien sûr au crossing over, c'est-à-dire brassage intrachromosomique chez les doubles hétérozygotes qui sont les F1, ce qui permet de production ou la production de 4 types de gamètes à proportions différentes, les parentaux, supérieurs ou recombinés. Donc pour continuer notre série d'exercices, je vous laisse ici les exercices à réaliser chez vous. Pour la session normale 2017, bien sûr, il y a deux exercices. Voilà le premier. Et voilà le second. Alors que pour la session de rattrapage, vous avez seulement un seul exercice, que voilà. Donc vous pouvez arrêter bien sûr la vidéo et essayer de répondre à ces questions en attendant la prochaine vidéo pour les corriger. De ma part, je vous souhaite bon courage et à bientôt.